Bonjour YouTube, c'est Daimon, comment ça va les sérivores? Aujourd'hui on va parler de The Last of Us que j'ai pu voir sur Amazon Prime, qui est fait par HBO, adaptation sériesque du jeu vidéo éponyme, avec aux commandes Neil Druckmann, co-président du studio Naughty Dog justement pour s'assurer de la fidélité à l'original, et aussi Craig Mazin qui a débuté en scénarisant des suites aux F de Scary Movie et Very Bad Trip, mais aussi du plus remarquable et plus récent Tchernobyl. Malheureusement, on va expliquer, en s'armant d'un soupçon de mauvaise foi, pourquoi cette série est une trahison de l'œuvre originale, un torrent de wokisme déchaîné, ainsi qu'une fiction hautement confusionniste. C'est parti. Et on fait débuter cette histoire par une émission de télé de 1968, pourquoi pas. La reconstitution, je trouve d'ailleurs pour une scène unique qu'on ne reverra pas a priori, plutôt crédible, avec cigarettes et verres d'alcool sur le plateau, comme ça se faisait à l'époque, les costumes, même la colorimétrie se teinte de sépia pour nous donner une impression un petit peu plus réaliste. Les chaussettes de la personne de droite ne sont pas validées par contre. Cette adaptation qui se veut fidèle choisit de nous donner un peu plus de contexte que le jeu en ne faisant pas immédiatement démarrer l'action. Alors est-ce qu'on gueule parce que c'est horriblement woke? Généralement ça marche bien pour faire des vues, qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver? Alors déjà, la chose la plus évidente, c'est que Pedro Pascal est d'origine chilienne, ce qui est tout à fait scandaleux. Quant à Nico Parker, qui joue sa fille, Sarah Miller, elle n'a pas l'air 100% blanche. Et oui, je viens de vérifier sur Wikipédia, sa grand-mère, accrochez-vous, était zimbabwéenne. Au bout d'un moment, il y en a marre. En plus, dans le jeu, sa fille, qui servait de tuto, était bien blanche, avec des cheveux lisses, elle. Arrêtez de massacrer le lore de personnages tertiaires tirés de jeux auxquels j'ai pas joué. J'arrête de regarder cette série au bout de 6 minutes. Ce cahier des charges et cet agenda politique sont insupportables. Avouez que je le fais bien. Bon, j'arrête pour le moment de troller les anti-woke primaires. C'était juste pour le mettre pour la miniature et faire plus de clics. Vous avez compris la technique? On reprend ici littéralement la première scène du jeu où Sarah Miller offre la montre qu'elle a fait réparer à son père, à moins que... Et non, regardez ici. Normalement, Joël est assis à gauche du canapé et pas à droite. Même la lampe de chevet du mauvais côté. On se fout de notre gueule. C'est non seulement une odieuse trahison du matériau original, et j'ai besoin de le rappeler, mais en plus ce confusionnisme tente de vous faire confondre droite et gauche. Promis, j'arrête ici, sinon ça devient relou. Autre différence avec le jeu, mais comme vous le savez, comme j'aime le répéter, liberté d'adaptation ne signifie pas nécessairement trahison. Miss Adler est la première infectée que l'on voit dans cette série. Dans le jeu, il me semble que c'était un homme. Encore une fois, j'y ai pas joué, mais du coup, j'ai regardé les cinématiques pour savoir de quoi on parlait. Mais il me semble que c'était un voisin, puisque Joël semblait le connaître. Donc, on n'est pas si éloigné non plus. Si éloigné? Non, il n'y a pas de liaison. La séquence de fuite en voiture est réussie, immersive, rythmée, à grand spectacle, encore plus que dans le jeu, malgré qu'on soit en live action. Au premier visionnage, j'avais pas trop fait gaffe. En fait, justement, le rythme et l'immersion étaient tels. Pour le côté jeu vidéo, c'est plutôt réussi. Voilà, la caméra embarquée, on a la vue de la fille littéralement à l'arrière du véhicule. J'ai cru un moment que c'était une sorte de plan séquence. Et non, j'ai vérifié, il y a tout de même plusieurs plans. Mais GG pour cette séquence qui, vous met dans le bain rapidement. On a eu des séquences où on voyait Sarah au collège, au lycée, je ne sais pas, où est-ce qu'elle est censée être scolarisée, donc on se demandait, bon voilà, pour l'instant c'est un petit peu mou, et bien voilà, définitivement quand ça démarre, ça arrête de rigoler. Confronté à deux civils, un militaire reçoit l'ordre de les abattre, mais dans le doute, c'est ça que j'ai pas très bien compris, si on bute toutes les personnes qu'on croise et qu'on connaît pas, même en l'absence de signes d'infection, attends, genre elle s'est tordue la cheville, c'est pas un signe d'infection ça wesh, même s'ils ont pas encore de recul par rapport à ce parasite champignonesque, il n'y a plus besoin justement de parasites si on bute les gens comme ça pour causer l'extinction de l'espèce humaine. La paranoïa suffit et elle suffit ici puisque Sarah n'y survit pas. Traumatisme initial pour Joël et ça reviendra bien sûr et voilà, ça aura une influence sur la crypto-relation père-fille qu'il entretiendra avec Ellie. 20 ans plus tard, les grandes villes sont tombées, des ruines où la nature reprend déjà ses droits, témoignent de notre civilisation rapidement effondrée. Seule bonne nouvelle, les militaires ne tirent plus à vue, à moins qu'il s'agisse des lucioles. Bon après ils sont habillés comme des militaires, mais c'est peut-être un petit peu comme les FA et les antifa, sans vouloir les renvoyer dos à dos, mais au moins vestimentairement, ils portent les mêmes bombers. Bon par contre, ça déconne pas non plus franchement, puisque on a une loi martiale particulièrement stricte qui est en cours du côté des espaces que les militaires gardent encore sous contrôle. Cette partie de la ville qui est encore sous contrôle des non-infectés, la voici, un couvre-feu y est établi.
Le même d'ailleurs que pour la Covid qu'on a eu en France, c'est-à-dire il faut être rentré avant 18 h chez soi. Bon, pour une pandémie qui a l'air tout de même un poil plus grave, sans vouloir minorer évidemment la Covid, revoyez mes playlists, mes vidéos sur le sujet. Et les tickets de rationnement ont dorénavant remplacé l'argent. En temps de guerre, ça arrive souvent, et là aussi, ils sont en guerre contre un virus, mais là, bon, on peut un petit peu plus le dire sans se couvrir de ridicule qu'Emmanuel Macron. Alors on constate que malgré le temps qui a passé et les épreuves qu'il a rencontrées, Joël n'a pas tellement vieilli. Ils ont juste rajouté quelques poils blancs dans sa beubare et un peu dans les cheveux à Pedro Pascal. Son objectif initial, retrouver Tommy, il me semble que c'est son frère, sera perturbé par sa rencontre avec Ellie. On va pas faire tout le déroulé du scénario étant donné qu'il y a beaucoup de chances que vous le connaissiez déjà du jeu, et si vous ne le connaissez pas, pour ne pas vous spoil évidemment certains éléments. L'actrice qui joue Ellie aux mains des Lucioles, même si elle vient du camp de la Fedra, il me semble, je sais pas trop pourquoi, oui, tu seras plus en sécurité là-bas. Bref, l'actrice, Bella Ramsey, que on avait découvert dans Game of Thrones, décidément, HBO a recyclé 100% du casting, je crois qu'il y a au moins 3 acteurs. Donc, Bella Ramsey qui est apparemment une blanche au sang pur, un bon point pour elle. Malheureusement, on ne la voit faire la vaisselle à aucun moment, pourtant c'est une femme. Pire, l'actrice se dit même non-binaire. Il y en a marre un moment de ces personnes qui se conforment pas à des schémas de société d'il y a 1000 ans. Ces gens-là qui veulent vous rentrer des choses dans le crâne, genre la liberté, la tolérance, l'égalité. C'était déjà dur d'accepter qu'elle puisse aimer d'autres femmes dans The Last of Us 2, mais là, c'est trop. Que fait la police des mœurs quand on a besoin d'elle? Dans la fuite de Joël et Tess avec Ellie, ils se retrouvent face, souvenez-vous, au garde de la Fedra avec qui Joël faisait du bise un petit peu plus tôt. Il a dit « Ah, faut pas sortir ce soir, c'est mauvais plan, sinon je vais t'abattre mon copain. » Et dans un flashback ancrant sa crypto-relation père-fille, comme on le disait tout à l'heure avec Ellie, Joël va le savater sauvagement, vengeant, se faisant, et ça fait plaisir, le prince Oberyn de Game of Thrones dans son versus avec la montagne. Souvenez-vous de sa fin assez peu enviable. Et l'épisode s'achève sur une chanson diégétique sur le coup, on voit même le poste de radio ici, Never Let Me Down de Depeche Mode qui a été paru en août 1987, annonciatrice de problèmes. Pas encore tout à fait identifié, mais Ellie, par un jeu de déduction, a compris que ces quelques points d'interrogation dans le code des chansons voulaient dire qu'une chanson des 80s, en tout cas, putain, ça fait chier Joël. Donc on verra de quoi il retourne dans le prochain épisode, et je pense qu'il est l'heure d'une conclusion. J'ai un bouton pour ça. Conclusion! Voilà, ça me démangeait. Et qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion? Bah, contrairement à ce que je racontais tout à l'heure pour le troll, oui, c'est très fidèle, visuellement, scénaristiquement, musicalement même. Pour une fois, et voilà, je le dis pas très souvent, la VF est aussi acceptable, je l'ai essayé sur 2 ou 3 minutes. Les ajouts de la série par rapport au jeu permettent de développer les personnages et leurs relations. C'est pas plus mal de creuser un petit peu la relation père-fille de Joël avec Sarah pour comprendre à quel point elle lui manque. On a même un petit peu la relation qui est légèrement développée avec Tommy. Hélas, les personnes qui auront joué au jeu courront le risque de revoir les mêmes cinématiques qu'ils connaissent déjà, mais en live action. Wesh, c'est un FMV ou quoi? Bon, c'est un petit peu le risque d'une adaptation trop fidèle, paradoxalement, puisque souvent les gens gueulent dès que voilà, il y a un tout petit truc de différent par rapport à l'œuvre que je connaissais. Alors quand on adapte un livre dont on n'a jamais vu d'image, si ce n'est les illustrations, les fanarts, on peut à la limite vouloir revoir ces cinématiques. Enfin ces cinématiques, ces lignes de dialogue et ces descriptions de personnages. Quand c'est quelque chose que visuellement on a déjà vu et que les plans c'est vraiment du décalqué, hein, littéralement, même quand les personnages sont voilà justement très très ressemblants, hein. C'est sûr que Pedro Pascal c'est un bon choix de casting pour faire Joel Miller. Mais est-ce que les gens qui connaissent le jeu par cœur, qui l'ont déjà retourné plusieurs fois, vont pas se faire un peu chier au-delà du premier épisode où ils vont dire « Ouais, effectivement, ils ont fait un bon taf, mais bon, je vais peut-être pas me le retaper une 4e fois ?» Hormis ce défaut, qui n'en est pas vraiment un, hein, soyons honnêtes, c'est pour le moment une réussite. Vivement l'épisode 2, la semaine prochaine, et je vous en ferai une review. Non, les sérivores, comme d'habitude. D'ailleurs, j'en profite pour attirer votre attention sur le fait que j'ai fait 2 chroniques et un slash play, donc des vidéos avec un vrai montage, une vraie écriture, contrairement là où je vous fais ça dans les conditions du direct, avec aucun montage, avec simplement des coupes à l'enregistrement. D'ailleurs, j'espère que la version 3.2 de mon Dark Setup vous plaît, avec les nouveaux éclairages derrière, avec surtout une meilleure webcam. Souvenez-vous, justement, en facecam comme ça, c'était parfaitement dégueulasse à l'époque. Bref, je fais pas durer davantage, mais je suis curieux d'avoir vos retours aussi. Je suis sûr qu'il y a des gens aussi qui vont
qui vont mal prendre mon troll sur les anti-woke des deux côtés, hein. Des anti-woke qui vont détester s'ils comprennent qu'on s'est foutu de leur gueule, des anti-woke qui vont me dire, et qui n'auront pas été jusqu'au bout, là, évidemment vous faites partie de l'élite des viewers vu que vous êtes arrivé au bout de la vidéo, des anti-woke qui vont prendre au premier degré, ouais t'as raison, et ce sera très très drôle, et j'ai déjà eu droit à des personnes qui ont véritablement pensé que j'étais un nazi, donc c'était marrant aussi. Bref, merci d'avoir suivi ce Serivor en ma compagnie, je vous dis ciao ciao, à la prochaine, c'était Daimod, et restez connectés à la fois sur cette chaîne pour ne pas manquer ma chronique un peu tardive mais avec du montage sur mercredi qu'on a vu sur Netflix, et sur mon autre chaîne Daimon Radio Libre pour justement pouvoir troller les anti-woke de façon un peu plus développée. Ciao ciao et à la prochaine.